Je dis séquence sismique parce que pour une fois, on n'a pas eu un séisme, on en a eu 8. Ça a démarré le 24 août 2016 et en 18 janvier 2017, il y avait encore, et je pense que depuis, il y a eu encore des choses qui sont caractérisées, je pense, comme nouveaux séismes et pas comme des répliques. Mais bon, où sommes-nous? On est au centre de l'Italie. On est au centre, en fait, à la convergence de 4 régions et 13 provinces. Les régions, c'est les Abruzzes, tout autour de l'Aquila. C'est le Lazio, dont Rome et Rieti sont des représentants importants. C'est les Marches, a été touché surtout le sud, Ascoli, Macerata, Fermo. Et puis l'Ombrie avec Pérouse et Terne. Si j'ai présenté ça, c'est juste pour vous parler un petit peu quand même de la structure italienne. L'Italie n'est pas un pays centralisé avec un roi de France qui a tapé sur tout le monde pour faire l'unité. C'est un rassemblement de villes qui n'a fait son unité qu'à la fin du 19e siècle. Et donc c'est une collection de villes et de territoires autour des villes qui s'appellent des provinces. Donc dans la terminologie italienne, la province est disons plus petite que la région. Mais la province a une énorme importance. Bon, nous sommes en Italie centrale, mais qui suis-je? Je me dois de me présenter. Bon, je suis architecte, je ne le cacherai pas. J'ai commencé à travailler pour la ville de Grenoble sur des vieux quartiers, à réhabiliter des vieux monuments. Et puis j'ai fait des bâtiments publics sur autoroute, dans des zones sismiques. J'ai fait des salles de spectacle dans des zones sismiques. J'ai fait une bibliothèque à l'école centrale de Lyon qui n'était pas sismique, mais qui l'est devenue depuis. C'est assez amusant. Et j'ai travaillé aussi dans des forts en montagne, dans des zones qui sont très sismiques. Mais par ailleurs, je m'occupe un petit peu de risques naturels, mais je vous avouerai que pour un architecte, c'est naturel de s'occuper de risques naturels. Si on construit depuis toujours, c'est pour s'abriter des éléments, même si on se met dans une grotte, c'est peut-être pour échapper à la pluie ou la foudre. Donc il n'est pas anormal qu'un architecte se préoccupe de neige, de pluie, de vent et de séisme. Alors à ce titre, j'ai eu la chance de participer à la co-rédaction du guide de la construction, de la conception parasismique des bâtiments. J'ai eu la grande chance, et j'ai continué à avoir la grande chance, de participer à un groupe qui est un comité d'évaluation des plans de prévention des risques sismiques, qui est un petit peu en sommeil maintenant, mais qui est un groupe captivant, très intéressant. On m'a demandé d'intervenir aussi auprès du COPRNM, c'est une espèce de commission à l'Assemblée nationale qui a fait un très beau rapport qui n'a servi rigoureusement à rien, comme la plupart des rapports. Mais surtout, j'ai eu la chance de faire quelques missions post-sismiques, soit à titre professionnel dans le cadre de mon cabinet, soit certaines, assez souvent, avec la FPS qui organise presque systématiquement des missions post-sismiques après chaque tremblement de terre pour en faire du retour d'expérience. L'objectif de nos missions n'est surtout pas d'aller donner des leçons sur place, mais c'est surtout de comprendre ce qui s'est passé et d'essayer de le transposer en France. Et en gros, toute la réglementation française est issue de ces missions. Un petit point, je voudrais d'entrée de jeu aussi dire, jusqu'en l'an 2000, on changeait les réglementations après les séismes. Pendant tout le XXe siècle, chaque fois qu'il y a eu un séisme important, on s'est rendu compte que les règlements étaient déficients, qu'on n'était pas assez sécuritaire, qu'on avait raté un aspect, et on modifiait les réglementations suite à ce type de mission. Et depuis l'an 2000, on ne modifie plus les réglementations sismiques, on dit qu'elles ne sont pas appliquées, ce qui est un autre sujet, mais globalement, on peut retenir que depuis l'an 2000, on estime, surtout pour les bâtiments neufs, que l'on a un corpus de connaissances satisfaisant. Ça, on peut le retenir, c'est assez vrai. Bon, l'émission auquel j'ai participé, ça avait démarré d'ailleurs par la France, effectivement, le séisme d'Epagny, Annecy, c'était pas loin, je suis allé voir ce qui s'était passé. C'était pas négligeable, quand même. Bon, après, je suis allé en Colombie, des choses beaucoup plus importantes et puis plus difficiles, où c'était l'état de siège, l'armée. Bon, l'Inde, c'était un séisme colossal avec des dizaines de milliers de victimes. Et puis, je suis allé sur les 3 derniers séismes importants en Italie, depuis l'Aquila, l'Émilie-Romagne, et puis la matrice, que justement, c'est cette séquence. Voilà. J'ai eu aussi la grande chance en 2013 de faire un voyage d'études avec Victor Davidovici, une mission qu'on avait faite qui était de revoir
Les monuments historiques, c'était purement monuments historiques italiens, ayant été touchés par des séismes dans les 30 dernières années, ce qui nous a donné l'occasion de passer une année après le séisme d'Émilie-Romagne, 4 années après le séisme de l'Aquila et 16 années après Assise. Je vous en parlerai un petit peu, mais c'est pas inintéressant de voir ce qui se passe une année après un séisme, 4 ans et 16 ans après. Mais bon, je suis architecte, je me préoccupe de risques, mais je suis plutôt dans la construction. Je vous ai mis cette photo, c'est la médiathèque de C que je viens de finir. C'est une réhabilitation dans la commune à côté de Bourg-Saint-Maurice, où on s'est préoccupé de risques sismiques. Voilà. Bon, et c'est pour ça que je vais vous donner le point de vue d'un constructeur. Je ne suis pas sismologue, il y a d'éminents spécialistes dans la salle, il y a des experts, hein, il y aura des questions pointues, je me suppose, je vous renverrai vers eux, il y a des gens extrêmement compétents sur le sujet. Bon, nous sommes en Italie centrale et que s'est-il passé le 24 août 2016 ? Ça a été publié dans la presse comme une guerre. Hein, le terme qui a été employé, c'est une guerre. Et moi, j'y suis allé 15 jours après, le 9 septembre 2016, à Amatrice. Voilà ce que j'ai vu. Effectivement, l'armée était là. C'est une tour de contrôle mobile. Il y avait un hélicoptère qui s'envolait. Et dans cet hélicoptère, il y avait la ministre de la guerre. Pardon, il faut dire, je crois, la ministre de la Défense, qui est une jeune femme, et qui était venue inspecter les troupes qui étaient au front. Et on était rigoureusement au front. C'était ça, l'image d'Amatrice. Vous les avez vus dans la presse. C'était très endommagé. Voilà une promenade dans le centre. On était dans le parc national du Grand Sasso. On vous explique qu'Amatrice, c'était une des plus belles villes d'Italie. Il y avait même le panneau lumineux qui continuait à tourner, la date qui atteste ma présence, et qui donnait encore le programme culturel. C'était assez étonnant. Et à côté, il y avait l'école primaire, enfin l'école élémentaire. Voilà son état. Elle avait été restaurée. À côté, il y avait les carabiniers qui étaient quand même plus intacts. Et puis un peu plus loin, il y avait une maison de repos où je me dis, tiens, c'est pas mal, ça s'est plutôt bien passé. Je rentrerai peut-être là-dedans. C'était sous l'égide de la miséricorde, bien. Mais derrière, c'était ça. Et ça, c'était en fait le bâtiment qui supportait les capteurs solaires photovoltaïques. Je pense qu'on aurait mis quelques pourcents de l'argent de ces capteurs solaires à faire des chaînages parasismiques. Le bâtiment ne serait pas dans cet état. Bon, à côté, il y a eu des maisons individuelles, voilà dans quel état elles étaient. Paradoxalement, les immeubles plus élevés avaient des endommagements, mais qui sont sur des éléments non structurels. Ils construisent beaucoup en béton, des techniques, vous voyez, poteau-poutre, et les remplissages en briques voltigent, et ils ont plus tendance à voltiger, d'ailleurs, dans les rez-de-chaussée hein, que dans les étages. Bon. À côté, il y avait un immeuble aussi assez élevé, les dégâts étaient plutôt mineurs. Ça avait pelé la façade, mais juste à côté, c'était aussi ça, hein, franchement. Bon. À côté, un peu plus loin, c'était bien sûr les camps de toiles qui se montent à toute vitesse parce qu'on évacue et on reloge à toute vitesse des dizaines de milliers de personnes. Bon, ça c'est le paysage post-sismique italien, énormément de gens, et sur des bases souvent de province. Vous voyez, quand le comité provençal de Parme, c'est les villes italiennes qui font ce type de choses et qui ont des manières de répondre extrêmement rapidement. Je ferai un petit passage à l'après pour la gestion de crise où je reviendrai sur ce sujet et l'organisation italienne dans ce type. Mais c'est ce que l'on voit, les colonnes mobiles. Autre élément très important, c'est les volontaires. Il y a en Italie 2 millions de volontaires. 2 millions de personnes en Italie contribuent à la protection civile sur une base volontaire. C'est assez énorme. Hein, de tout. On a des brigades canines, on a des gardes, on a la Croix-Rouge, et puis on a l'Ordre de Malte, et puis on fait beaucoup de sport post-sismique parce que dans l'ensemble, les stades et les gymnases sont plutôt indemnes et ça devient très souvent des hôpitaux de campagne ou des zones de refuge. Mais je vous conseille de faire des équipements sportifs si vous voulez faire de la prévention du risque sismique. Bon, à Norcia, le même jour, je vais voir la cité natale de San Benedetto, qui est le patron de l'Europe. Voilà, San Benedetto. Et en fait, c'est le patron de l'Europe chrétienne, entre guillemets. Bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais il est là, au milieu de la place, le même jour qu'à Amatrice, hein, et tout se passe bien. Et il y a la télé, et la télé est venue faire une interview du maire pour lui demander pourquoi tout s'était pas cassé la figure dans sa commune. Bon, il a répondu. Il y avait des désordres assez mineurs. Vous voyez, en partie haute de la porte, il y a eu des pierres qui ont voltigé, il y avait des petits secteurs protégés. Quand on levait le nez, on trouvait des choses dans ce genre. On se rendait compte que c'était même des galérons qui étaient tombés, mais l'immeuble en dessous n'était pas effondré. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il était scarifié de tyrans, de retenues. Et quand on lève le nez dans la ville, on en voit partout. Norcia était truffée, gavée d'encre,
dans tous les coins. Dispositif qui sautait aux yeux, c'est qu'il y a eu des glacis, enfin appelons ça des contreforts ou des glacis, mais la plupart des maisons du centre avaient un confortement maçonné qui est manifestement rajouté. On n'a pas construit à l'époque cette porte comme ça, on a rajouté quelque chose. Ça se voit de manière criante sur les fenêtres, mais ça se voit presque partout dans le centre. Bon, il y a des cas où on peut se dire c'était peut-être historique. Il est certain que dans le château, c'est une disposition historique qui est plus proche pour résister au boulet qu'au séisme, mais c'est une disposition qui a été rajoutée à certaines églises, par exemple. Ça, c'est un mur rapporté récemment qui sert de contrefort. Si on fait le tour de la ville, on avait effectivement des dommages, mais qui sont plus de l'ordre de l'éboulement que de l'effondrement. Vous voyez, le mur n'a pas basculé, il s'est décomposé. On trouvait sur presque tous les monuments une couture de chaînage dans tous les sens, et même des superpositions de chaînage qui étaient assez visibles. Et puis bon, je suis allé acheter de la cochonnerie parce que c'est la spécialité du coin. Et le commerce marchait, voilà son intérieur post-sismique à Norcia. Je n'ai pas vu ça à Matrice. Bon, le 24 août 2016, je me dis, j'ai pas vu le même séisme. Il y a une erreur, il y a un bug, hein, c'est pas possible. Hein. Alors je vais voir ce que me racontent les sismologues. Ils font des cartes. Ça, c'est une carte de PGA, ça veut dire Peak Ground Acceleration, ça veut dire l'accélération au sol. Hein. Il y a la zone, disons, rouge, qui veut dire qu'on est supérieur à 0,1 G. C'est à peu près ça, franchement. Bon, l'épicentre, si je regarde, la zone impactée, c'est le rectangle. Enfin, la faille qui a bougé, elle est dans ce rectangle. Norcia, Amatrice, c'est pas si loin l'un de l'autre, quand même. Bon. Et puis, je suis tombé sur une étude qui a été faite le 30 août par des Américains, mais qui ont eu accès, et moi aussi j'aurais accès, mais je ne suis pas capable de traiter le signal, aux enregistrements des accéléros qui sont en ligne et qui sont à la disposition de la communauté comme on veut. Il en avait tiré ça. Bon, ça, c'est... Il y a 3 accéléros, hein, c'est est-ouest, nord-sud et vertical. Hein, c'est ça que ça donne. À Norcia, il avait trouvé, disons, 6 secondes de signal, mais surtout, il a fait un traitement que j'ai rarement vu, c'est qu'il l'a mis au sol par une représentation au sol que je trouve très parlante. C'est les accélérations suivant les orientations. Vous voyez, c'est ça que représente cette courbe. Et il trouvait un 0,45 G, maxi de Peak Ground Acceleration, hein, l'accélération maximum du sol dans un coin. Bon. Et il a trouvé un déplacement de 8 cm. C'est quand même, pour un bâtiment, 8 cm de déplacement, c'est quand même quelque chose. Et à côté, à Matrice, il a eu la même chose. Il a trouvé un PGA à peu près le même, avec ce type de traitement, hein, et il a trouvé des déplacements plutôt moindres. Il y a eu des débats, et je pense qu'il continue à avoir, il est certain, et j'en parlerai après, suivant la position des accéléromètres, vous pouvez avoir des différences très très sensibles de signaux. Donc, je ne sais pas exactement où était cet enregistreur de la Matrice. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont dit qu'il a dû minimiser l'enregistrement. Mais quand même, à Norcia, il y a eu un séisme notable. Et après, ils ont consolidé le rapport, ça c'est l'INGV, hein, c'est l'Institut officiel italien. Au 11 décembre 2016, ils consolidaient leur rapport, hein, et ils donnaient les spectres. J'aurais besoin de vous expliquer un petit peu le spectre pour ceux qui ne le savent pas. Ceux qui le savent trop vont dire que je dis des bêtises, enfin que je ne suis pas assez précis. Mais en gros, un spectre, vous mettez en abscisse, donc à l'horizontale, la période propre des immeubles, et en verticale, vous mettez les accélérations ressenties, enfin subies, hein, disons subies. C'est à peu près ça que ça veut dire. Et juste pour vous expliquer un peu ce spectre, un bâtiment bas et raide en maçonnerie, c'est 0,1 seconde sa période propre de vibration. Et après, la période propre d'un immeuble monte en même temps que les étages. Une tour, c'est plusieurs secondes, donc un clocher, ça sera plusieurs secondes. Une église, ça peut se balader peut-être entre 0,5 et 1 ou 1,5. Et un immeuble comme le nôtre, sauf bêtise, on est à 0,3 ou 0,4 dans cet immeuble, pour vous situer. Et on voit bien que les efforts sur les bâtiments ne sont pas les mêmes en fonction de la période propre du bâtiment et donc de la raideur du bâtiment. Quand on est à Matrice, ou même le pire c'est Norcia 1, mais je ne sais pas où était le capteur, vous voyez qu'il y a un pic énorme à 0,1, 0,2 secondes. Ça veut dire qu'il y a une amplification du sol très forte pour ce type de construction. C'est ça qui peut expliquer qu'à Norcia, les bâtiments
d'habitations plus bas ont été plus endommagés que les églises et les clochers. Mais je reviendrai sur cette notion, mais c'est ça que je veux dire. En bémol, il faut savoir que les capteurs, on ne sait pas exactement où ils sont placés, et on verra que dans le détail, c'est extrêmement sensible. Mais quand même, si je fais un bilan, à Matrice, 295 morts, à Norcia, 1 mort par crise cardiaque, c'est quand même énorme. Une ville de quelques milliers d'habitants, 10% de la population qui y passe, hein, c'est quand même colossal, hein, ça. Et je vous montre la nuit du 24 août à Norcia, les gens ont eu peur, tout le monde a eu très peur, parce que les meubles tombent, tout est fracassé chez vous, les bouteilles, tout ça. On se réfugie dans la place, mais là, on est au pied de San Benedetto, patron de l'Europe, et puis la nuit du 24 août à Matrice, c'est ça, hein, c'est quand même pas la même chose. Et le matin, vous avez froid, vous avez peur, mais là, vous êtes mort. Hein, donc, c'est quand même pas négligeable, l'écart entre les deux. Hein. La suite, quand même. Quand j'y étais le 9 septembre, la presse disait « ça se calme ». Et on vous disait « c'est la première nuit depuis le 24 août que vous n'avez pas de secousse d'une magnitude supérieure à 1,9 ». Ouf, tout le monde est content, on respire, c'est fini, fin de la crise. Et puis le 31 octobre 2016, la Stampa, c'est sans fin. Voilà ce que vous dit la presse le 30 octobre. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On a eu une séquence 1, 2, 3, 4. 1, c'est le premier coup d'Akumoli, magnitude 6, puis après, pchit, ça part au nord. 26 octobre, 5,4. 26 octobre aussi, un peu plus tard, 5,9. Et le 30 octobre, 6,5, et ça revient sur Norcia. Et ça, aucune prévision là-dessus. Hein. Ça a continué après, c'est pour ça que la crise s'est étalée de 2016 à 2017. On fait en janvier 5,1, 5,5, 5,4, 5, et ça revient plutôt vers l'Aquila et ça passe au sud. Et là-dessus, on a une promenade pas possible. On en discutera peut-être. Les sismologues amèneront, je pense, des approfondissements. Les explications qu'ont donné les gens, c'est que c'était un système, disons, de Mikado. Vous voyez, on met des baguettes intercalées de partout. Vous tirez une baguette, ben, vous n'avez pas tellement amélioré la stabilité des autres. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc après, la suivante casse, la suivante. C'est ce qu'ils ont donné. On est habitué, on est très habitué dans la culture parasismique à dire qu'il y a un coup principal, puis après des répliques, et que statistiquement, les répliques déclinent. Et ben, franchement, ça fait 2 fois en Italie que je vois des coups où c'est pas vrai, et il faut s'en méfier comme la peste, parce que si vous faites du diagnostic post-sismique et vous dites, chouette, ça a résisté au premier coup, et derrière, ça va être plus bas, c'est pas certain. C'est franchement pas certain, et ça fait 2 fois de suite. En Émilie-Romagne, où pareil, il y a eu un séisme plus fort après, et là, il y en a eu une ribambelle, et je ne sais pas s'il n'y a pas eu quelques coups en plus depuis. Bon. Voilà en gros le séisme du 30 octobre. Alors là, il est manifestement beaucoup plus fort à Norcia qu'à Matrice. Alors j'ai décidé d'y retourner parce que quand même j'étais resté sur une image idyllique. Franchement, de Norcia, ce que je vous ai présenté, c'est trop beau pour être vrai. Et je me suis dit, il faut à tout prix que j'aille revoir. Je ne peux pas lâcher dans la nature des réflexions de ce type si je ne regarde pas ce qui s'est passé. Alors à Amatrice, vous vous rappelez ce panneau, il continue à marcher, et vous voyez, le 6 décembre, on continuait, et c'est assez amusant, il y avait toujours le programme culturel du 24 août et du 25 août, et ça tournait sans fin. Bon, j'ai retrouvé l'église dans cet état, je l'avais vue comme ça, elle n'a pas été tellement endommagée en plus. Le haut du clocher s'est fait un peu secouer, la façade principale un petit peu, mais la toiture était encore intacte là-dessus. Bon, je suis allé revoir la maison de repos. Bon, j'ai trouvé un tas de gravats en plus. Et je me suis dit, oui, ça, c'était pas tombé. La première fois, c'est le bâtiment de droite. Il était encore intact. La deuxième fois, il était comme ça, franchement. Bon, à l'arrière, ça n'a pas changé, les capteurs solaires. Mais à l'arrière, tout à fait de l'autre côté, il y a eu beaucoup plus d'endommagements. Et vous voyez, le 6 septembre, c'était dans cet état, et en décembre, après les répliques, c'était comme ça. Je vous montre juste ça parce qu'effectivement, c'est assez compréhensible. C'est souvent les zones de discontinuité où il y a des entrechoquements, où il y a qui concentrent les dégâts entre le bâtiment bas et le bâtiment haut. C'est sûr que là peut se concentrer des efforts et des désordres. Dans le catéchisme parasismique, on demanderait qu'on mette un joint entre les deux bâtiments pour qu'ils travaillent de manière
manière indépendante. Mais il y avait aussi ça où j'avais quasi prédit qu'il y avait un léger problème sur cette tour, et c'est sûr que ça n'a pas manqué. Le rapport du souple et du raide n'a pas été en la faveur. Mais il y en avait un autre aussi où j'avais prédit quand même que sa fin serait assez proche. C'est ce bâtiment où tous les angles étaient cassés. Voilà ce qu'il est devenu. Et si on le regarde d'un peu plus près, il y avait eu manifestement un mouvement de torsion, c'est-à-dire que la toiture avait tourné par rapport au reste du bâtiment. Et il est sûr que la torsion est un mode de ruine quand même assez fréquent sur certains bâtiments. Mais les bâtiments que j'avais vus endommagés sur les immeubles élevés, ils ne l'étaient pas tellement plus. Et de même celui-là, le 6 septembre, en décembre, il s'était fait un peu plus peler sa façade, mais les structures n'avaient pas bougé. J'avais fait la photo, vous voyez, des carabiniers qui étaient juste en face de l'école. Et il s'était fait encore un peu plus secouer les prunes, mais il n'était pas par terre. Et justement, je me suis rapproché un peu plus près, j'avais raté ça la première fois. Il y avait eu des travaux parasismiques avant le premier séisme, qui était de 2012, et ils avaient dépensé 230 000 € pour faire quelque chose sur les carabiniers. Et franchement, c'est pas mal, sincèrement, vous voyez. Ils avaient mis quelques tirants, ça les a pas ruinés, mais le bâtiment n'est pas effondré. Il est plus opérationnel, il est certain que les carabiniers n'étaient plus dans les lieux, mais ils n'étaient pas morts, c'est quand même pas mal, ça. Bon, voilà, sur le côté, après, la deuxième, ça c'est en décembre, cette photo. Il en est pas loin de la ruine, il ne faudrait pas aller plus loin, mais quand même, on peut sortir de ce bâtiment. Bon, à côté, je repasse l'école. Il y a bien sûr un mémorial maintenant à Maastricht. La poste, elle est là. Le bistrot, c'est ça, vous voyez. Et cette chose amusante, c'était les gens du château. Ils se sont fait une petite construction provisoire pour s'abriter, mais on leur a demandé de déposer un permis de construire. Vous voyez, l'administration reste quand même dans ces situations. À côté... on commençait à préparer Noël, vous voyez, on préparait quand même, il y avait encore des activités. L'armée continuait à intervenir et elle préparait les soubassements pour les chantiers de relogement provisoire qui allaient arriver le plus vite possible, sachant qu'il y a énormément de neige dans ce secteur, il ne faut pas l'oublier. Ça. Bon voilà, et ça c'était l'armée qui le faisait. Le gymnase n'était plus utilisé, la fête était finie, entre guillemets, je mets d'énormes guillemets, ne prenez pas tout au premier degré. Et puis on avait fait un espace populaire, un peu d'ailleurs militant derrière, mais il y avait des chantiers déjà qui se développaient pour refaire des maisons communes, refaire des choses. On est en décembre là-dessus. C'est à dire quand même à toute vitesse, les gens ont décidé qu'ils n'abandonneraient pas. C'est pas une ville morte, loin de là. Elle est sinistrée, mais elle n'est pas morte. Il y avait une école qui avait été offerte par la province autonome du Trento, de vous dire. À chaque fois, l'origine est donnée du système. C'est rarement l'État, c'est très souvent les provinces, les régions qui interviennent. Et puis, il y avait des enfants là-dedans, à la cour. Et ils avaient même un capteur solaire pédagogique, ce qui m'a un petit peu amusé. Ils auraient pu mettre un capteur sismique pédagogique, mais enfin bon, c'était pas le sujet. Bon, la Croix-Rouge faisait la restauration d'urgence, et il y avait un sculobus, enfin le bus scolaire qui allait ramasser tous les gamins autour pour que l'école se fasse. Les routes marchaient, parce que la route principale d'Amatrice passait à travers le champ de ruines que l'on a vu, donc elle a été totalement coupée, donc ils ont été forcés de faire des routes de déviation. Et ça a été un gros problème pour eux, cet endommagement des circulations. Bon, et ils finissaient de conforter les ouvrages d'art, les ponts. Mais à Norcia, je tombe assez de manière amusante sur l'autobus école et qui faisait la liaison Norcia à Maastricht. J'ai trouvé que c'était un petit peu symbolique, son parcours. Je suis allé prendre un café. Franchement, c'était assez agréable. C'était dans un bistrot qui était à ras des fortifications. Il est sûr qu'à l'intérieur, il y avait eu des dégâts. Et la presse avait montré que ces photos-là, et je m'attendais à trouver une ville ravagée comme à Maastricht, c'est sûr. Une photo ment toujours par omission parce qu'elle ne montre pas ce qu'il y a derrière le photographe. Mais derrière le photographe, on a eu des photos aériennes faites par drone des pompiers. Il y a quelque chose de très frappant. Toutes les églises étaient endommagées. Et là, je dis toutes, mais tous les bâtiments étaient intacts. Ça, c'était frappant. Mais les églises ont été terriblement impactées et pas les bâtiments. Et à Maastricht, après le séisme du 24 août, les églises étaient intactes et les bâtiments très, très endommagés. Et ça a été encore vrai après le 30 octobre. Les flèches rouges, je vous donne, elles n'étaient pas totalement effondrées alors que le reste des bâtiments était pulvérisé.
Bon, revenons à Norcia. Voilà le cœur de Norcia. J'avais fait cette photo le 6 septembre. En décembre, je peux faire la même. Et je vous avais montré les tirants, les ancrages. Manifestement, ça a plutôt bien marché. Les rues, c'était ça. Certes, c'était vidé. Les Italiens ont une stratégie assez incroyable. C'est que tant qu'on n'a pas tout sécurisé, garanti, diagnostiqué, on vide et on met les gens dans des camps. Vous allez le voir. C'est très sécuritaire, mais dans le cas d'espèces, je vous avouerai que c'est très réussi. Bon, bien sûr qu'il y a des tuiles qui tombent, bien sûr qu'il y a des têtes de mur qui s'éboulent. Vous le prenez sur la tête, c'est sûr que c'est un souci. Bien sûr qu'il y a des fissurations, mais quand même. Bon, ça, c'est la muraille périphérique, elle est éboulée. La presse vous montre ces photos-là, mais elle ne vous montre pas celle-là. Il n'y a qu'un pourcentage minime de la muraille qui s'est effondrée, et on vous présente comme la désolation. Mais si on fait le tour des fortifications, bon, il y a des détails. On voit bien que là, il y a eu des murs contreforts qui ont été rajoutés, et c'est eux qui se sont éboulés. On voit qu'il y a des tours, c'est quasi de l'éboulement. On voit qu'il y a des galets et que c'est de la décomposition. On voit que ça s'est fait scalper, mais paradoxalement, la partie en dessous, c'est plutôt pas trop mal comporté. Les chaînages, et c'est le haut qui s'est fait scalper, mais les tirants du bas ont pas mal compté. Ce clocher a été bien secoué, il a été conforté par les pompiers, j'y reviendrai, mais il est encore debout. Bon, voilà, il n'est pas dans le meilleur état par rapport à celui-là, c'est sûr. Bon, la muraille a continué à s'ébouler dans cette partie, continué à des tas d'endroits. Mais les bâtiments publics autour étaient plutôt assez indemnes. Ça, c'est le collège. Le collège comme structure, c'est un truc très longitudinal. Enfin, on connaît ce type de bâtiment. On sait que c'est pas trop mal dans le transversal, mais dans le longitudinal, ça a des velléités d'être un vrai château de cartes. Et si on regarde un petit peu, je n'ai pas pu faire un diagnostic complet, mais on voyait à travers les sous-sols des dispositifs qui sont manifestement de la stabilisation parasismique qui avait été fait, alors là, bien avant ce dernier séisme. De même, bon, l'école élémentaire à côté, elle était plutôt en bon état. Il y avait des tas de tirants, mais je ne suis pas capable de dire s'ils ont été rajoutés depuis ou s'ils étaient un peu plus en avant. Mais en gros, l'école était en bon état. Et puis, je suis surtout allé voir l'hôpital. À l'Aquila, ça s'était très mal passé à l'hôpital. Et à Matrice, c'était aussi très problématique à l'hôpital. Alors que là, à Norcia, l'hôpital était en fonctionnement. Les premiers secours donnaient des secours. C'était plutôt pas mal. À côté, il y a des immeubles d'habitation. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal, ça s'est bien passé, mais ça vaut le coup d'aller regarder. Et là, on voit effectivement la faiblesse du longitudinal par rapport au transversal. C'était quand même assez endommagé. À côté des chantiers, des constructions neuves, parfaitement intactes, pas de problème, pas de souci. Des constructions plus anciennes, oui, là, il y avait quand même des dégâts importants. Et même là, bon, je donne une petite explication rapide, mais c'est sûr que ça manque de chaînages verticaux dans les angles. Il y a des bons horizontaux, mais à côté, par contre, une construction de même type était parfaitement intacte. Bon. Des dégâts dans la zone industrielle, oui. Les Italiens construisent beaucoup avec des ossatures préfabriquées en béton. Et ils ont une grosse faiblesse qu'on a trouvée sur presque tous les derniers séismes, c'est qu'ils ont des façades en béton assez lourdes, mais ils ne les attachent pas assez par rapport au séisme. Elles se tiennent bien par rapport au vent, elles se tiennent bien par rapport aux charges normales. Mais en situation sismique, ça casse les boulons et ils ont des boulons trop faibles d'ancrage et de tenue de ces bâtiments. Et c'est très fréquent que les façades fichent le corps. On a quelques bâtiments comme ça à Grenoble. Ça mériterait... Enfin, de regarder des fois les boulons d'ancrage et les choses. Ça peut très bien se comporter si les calculs sont correctement faits et pris en compte. Mais c'est assez fréquent cette pathologie en zone sismique italienne. Et des fois, après, ça va jusqu'à la ruine du bâtiment. Bon, il y en a qui réussissent à se conforter assez vite. Ils ont eu de la chance et ils ont ferraillé pas mal leurs poteaux. Bon. Mais Norcia, la suite, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé après. La suite, c'est une très grosse intervention des Vigili del Fuoco, qui en Italie ont des moyens assez incroyables. C'est un chantier, c'est leur grue, c'est leur matos, c'est leur calcul, c'est leur plan. Le petit moustachu, je fais des plaisanteries, c'est un gars sacrément costaud, briefait ses troupes avant la manœuvre, et la manœuvre était la suivante. Ils ont construit l'échafaudage en dehors de la façade de l'église, parce qu'ils ne voulaient pas travailler sous la menace de se prendre la façade sur la figure. Ils ont donc construit l'échafaudage à côté, et puis San Benedetto leur a dit de le déplacer. Ils l'ont attrapé à la grue et ils l'ont posé contre la façade.
Bon. Et ça, c'est les Vigili del Fuoco, c'est les pompiers qui font des interventions de ce type en Italie. C'est quand même assez incroyable. Hein. Et puis, ils ont tenu, sanglé tout ça. Ils se sont fait photographier. Je pense que ça méritait la photo, la manœuvre, sacrément. Et puis voilà. Et puis après, de l'autre côté, ils ont amené l'autre échafaudage et ils ont marié les deux échafaudages et ils ont serré les boulons et ils ont stabilisé la façade en prenant le minimum de risque. Et l'objectif, c'était qu'avant Noël, on retourne sur la place. Et ils l'ont fait avec la fanfare, la musique, ils ont préparé Noël, ils ont remis les guirlandes, et il y a eu les Pères Noël, il y a eu tutti quanti, c'était ça. Après, l'hiver a été plus dur, il y a eu de la neige, et c'est quand même des pays assez difficiles. Mais leur objectif, il a été atteint, et le 22 mai 2017, ils faisaient un grand concert, son et lumière, sur la place de Norcia, avec l'échafaudage, qui est quasiment une scène maintenant, enfin c'est théâtral, hein, leur truc. Et Norcia, pourquoi quand même? Alors si on gratte un petit peu, qu'on revient en arrière, je suis tombé sur des photographies de 1860 et il y avait eu un tremblement de terre très important le 22 août 1859 à Norcia. Et ça, c'est les photos de la mairie et qui ont été faites, maintenant, pardon, je vous montrerai le photographe après. Ça, c'était la mairie en 1859 et ça, c'est la mairie telle que je vous l'ai déjà montrée. Bon. Voilà la mairie, et même après le deuxième séisme qui a été très très important, la mairie était plutôt en assez bon état. Bon, le clocher a été un petit peu cerclé par prévention, mais c'était plutôt pas mal. Et en 1859, la destruction avait été extrêmement importante, et ça c'est le photographe qui avait fait les photos. Mais il y avait eu aussi, suite à ce tremblement de terre, des tas d'interventions sur des tours, des clochers, et on rappelait les terremotos de 1703, 1730, enfin il y a déjà un passé sismique, historique, important, qui a donné lieu quand même à chaque fois à, disons, des mémoires, enfin des plaques, des écritures, une manière de se souvenir qu'il s'était passé quelque chose. On refait maintenant, un peu par analyse inverse, ce qui s'est passé en 1859. On a des intensités. L'intensité, c'est les dégâts. Donc, on vous dit, telle chapelle est tombée. Et les spécialistes font du macro-sismique, c'est-à-dire recalculent le séisme qui peut faire ces dégâts. C'est un peu ça. Bon, on a reconstitué le 1859. C'était une magnitude W, ce qui veut dire, je crois, 2 moments, de 5,7. Bon, c'est des hypothèses, mais ça donne une idée. Mais surtout, en 1859, il y a eu un des premiers règlements parasismiques. Il y a eu une commission d'enquête qui a été faite, diligentée en fait par le pape. À l'époque, Norcia dépendait des protections papales, et est sorti de cette commission un regolamento sismico qui a été fait suite au séisme de 1859. Ça avait déjà commencé avant, après Reggio de Calabre, Ischia, Lisbonne. Il y avait déjà eu des missions, disons, post-sismiques et déjà des tentatives de réglementation. Et là, ils rappelaient dans leur étude qu'en 1328, 1703, 1579, enfin bon, toute la litanie était donnée, mais surtout, ils racontaient, ils analysaient les dégâts, ils expliquaient que les maisons avaient 3 niveaux au moins, mais que surtout, elles étaient construites avec des galets, ça je les ai trouvés, et des blocs, et que ça, c'était pas bien du tout, qu'il y avait des lourdes voûtes. Et ils se rendaient compte que les maisons qui étaient construites sur du terrain tufeux et dans le fond des vallées, c'était mieux comporté. Là, ils donnaient leurs statistiques d'endommagement, de réussite, et puis ils donnaient des règles qui se sont beaucoup débattues, mais les débats ont plus tourné autour de l'indemnisation des sinistrés que sur la partie reconstruction. Ils ont noté que les terrains étaient importants, ils ont noté que les galets, c'était pas bien, ils ont limité un certain nombre de choses, ils ont donné des règles, ils ont estimé qu'il fallait bien rattacher les planchers au mur. Enfin, ils ont déjà donné des tas de choses, et les Italiens vous disent que 150 ans après, c'est aussi bien que les dernières ordonnances envoyées sur le sujet. Et il salue au passage la personnalité de l'architecte Luigi Poletti, qui est un espèce d'architecte spécialisé des catastrophes, qui était intervenu après l'incendie d'église, des choses dans le genre, mais qu'à chaque fois, il était envoyé par le pape, l'autorité qui l'avait envoyé. Et puis depuis, il y a eu un autre séisme en 1979 à Norcia.
Et il y a des films en noir et blanc, Terremoto dans le Val d'Erin, où on voit le paysage habituel des camps, des ceci. On revoit le San Benedetto sur la place, on trouve ce tic. Mais il y a eu un événement qui a marqué les gens en 79 de manière assez forte, parce qu'elle était presque sous leurs pieds. En 2009, ils en ont fait déjà une commémoration. Donc c'est dire qu'il y a quand même un passé qui organise une mémoire et qui s'en souvient. Voilà. Bon, maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de la gestion de la crise, puisque je vous ai amené que de la crise, mais je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'elle fait. Comme je vous disais, 4 régions, 13 provinces. Je vous montre juste le dispositif de secours. Ça, c'est les pompiers, les Vigil del Fuego, qui diffusent ça. Au 7 septembre 2016, le premier séisme a eu lieu le 24 août. Hein. Ça vous donne un petit peu les hélicos, les drones, qui deviennent très importants pour le repérage dans ce type d'activité, le nombre de centres qu'il y a, le nombre d'interventions, 12 000 interventions, les trucs mobilisés. C'est des dispositifs colossaux qui mettent en œuvre, mais vous voyez, d'une manière très coordonner, déstructurer les provinces, les régions. Il y a énormément d'intervenants, mais ça se passe remarquablement bien. Et puis le 7 septembre, hein, ça c'est le bilan au 7 septembre, voilà, de tous les dispositifs et les centres et ceci, de tout ce qui marche. Et puis ils ont remis un coup sur le dispositif le 1er novembre, parce que le 30 octobre, ils en ont un qui double à peu près le nombre de sinistrés et de zones à intervenir. Et ils étaient ce jour-là à 3000 interventions. Il y avait 6 hélicos qui tournaient, 26 unités de commandement, 4 unités de drones, enfin des dispositifs. Et depuis le début de là, ils avaient fait 46 000 interventions. Enfin, les chiffres sont absolument énormes. Hein. Ils ont un organisme quand même qui coordonne tout ça, qui a des pouvoirs très élevés, qui est la protection civile et qui dépend directement du président du Conseil des ministres. Ça, c'est un organisme très fort, hein, et qui s'active. Il est très communicant et transparent. Il y a eu peut-être dans le passé des fois des polémiques, mais depuis, ils s'obligent vraiment à expliquer ce qu'ils font, à donner leur bilan, à se montrer. Et c'est somme toute assez facile de redécrypter toutes les interventions qu'ils ont eues. Ils les mettent à jour. Je voulais juste un petit peu vous balayer les interventions post-sismiques en Italie. Il est sûr qu'on sauve des vies humaines. Je ne vais pas passer rapidement. Tout le monde a vu ces images. Tous ceux qui en font savent que c'est quand même pas des missions extrêmement faciles. C'est même assez terrible, hein, ce genre de choses. Puis c'est aussi une logistique médicale. Je sais pas à quoi sont dimensionnés nos plans blancs, mais enfin c'est plus qu'un plan blanc, hein, quand on a. Donc vous voyez, l'armada des ambulances et des hôpitaux et des ceci qu'il faut mobiliser, des gens. Les forces mobilisées, ça a été de l'ordre de 7000 après le 24 août, et ils sont montés à 7500, hein, quand ils sont arrivés au mois de janvier, avec pareil 7000 au mois d'octobre. Hein. Et là-dedans, c'est incroyable, tous les corps sont mobilisés, l'armée, les Vigil del Fuego, la police, les carabiniers, les centres de compétences, les volontaires, les ceci et ça. Il y a un aspect très important qu'on ne prend pas assez en compte, nous, peut-être, c'est l'aspect sécuritaire. Et on met énormément de forces de police et de carabiniers pour qu'il n'y ait pas de problème. Et ça, c'est aussi pour faciliter les évacuations. Dans la mesure où ils ont une stratégie, dès qu'il y a un risque, on vide un immeuble, les gens ne veulent pas tellement partir en laissant des biens qui pourraient être pillés. Et c'est très important de garantir la sécurité dans ce type de choses. Quand vous videz une ville comme l'Aquila, c'est Grenoble, Intramuros, enfin le vieux centre de Grenoble, vous imaginez le périmètre, et ben celui-là, en Italie, il est sécurisé. Et c'est respecté, il n'y a pas eu de pillage. J'ai vu l'inverse en Colombie où ça y était pas. Vous avez des gens avec une Kalachnikov qui, le jour du séisme, viennent vous braquer pour vous piquer la télé et la machine à laver. Ça met une certaine ambiance, hein, ça. Deuxième chose qu'on a vue, c'est mettre les gens à l'abri immédiatement. Ça, c'est dans la première nuit, les équipes qui débarquent, qui montent des trucs dans le genre, et c'est prêt. Et ils appellent ça tendopolis, c'est le terme qu'ils emploient, camp de tente, hein, en gros. Mais c'est extrêmement structuré, c'est pas la boue. On a fait du drainage, il y a des réseaux, il y a ceci, il y a cela.
Et ça, à chaque fois, c'est monté par une province ou une région. Et ils ont une règle un peu tacite que toute province italienne a les capacités en 24 heures de reloger 300 personnes et re-300 dans les 48 heures suivantes. Mais on a rencontré les équipes de Turin. L'équipe de Turin, ils ont un 24-24 avec les 35 tonnes qui sont tout prêts, les volontaires, comme notre système de pompiers volontaires, qui partent. Et en 24 heures, ils vont à Amatrice et puis ceux de Turin montent un camp là, ceux de Vérone ici et ceux de Venise dans un autre côté. Et après, tous les 15 jours, on va changer l'équipe parce que le camp va durer assez longtemps. Et ce qui est bien que, au total, c'est extrêmement rodé puisque tout volontaire italien aura fait au moins une période dans une zone post-sismique dans un camp. Donc il y a une diffusion, disons, des bonnes pratiques qui est assez extraordinaire. Mais au passage, il y a les clowns en même temps qu'on amène parce qu'une des priorités qui se donne, c'est que les enfants, il n'y ait pas trop de traumatisme, il n'y ait pas ceci. Bon, ça c'est l'équipe qui était amatrice, mais moi j'avais vu à l'Aquila en 2009, pareil. Et puis aussi, il faut gérer des ordures, il faut gérer des sanitaires, il faut avoir des pompes. Et ça, il faut tenir pendant des mois, hein, avec des dizaines de milliers de gens. Et ça marche impeccable. Voilà. Et à chaque fois, on fait un peu de propagande touristique, hein, ça c'est pour visiter Vérone au passage. Bon. Population assistée au maxi, 30 000 personnes. Oui. Bon, mais très frappant aussi pour nous, c'est la sauvegarde des biens culturels. On a à peine sauvé les gens qu'on va sauver les biens culturels. Voilà. Voilà, avec des gens très spécialisés, mais vous voyez, on fait intervenir les pompiers. Cette photo a été prise le 1er septembre. Le séisme a lieu le 24 août. Moins d'une semaine après, les pompiers sont employés à aller sauver des tableaux dans des églises. Et ça ne se passe pas dans le désordre, c'est sous l'autorité des surintendances des biens culturels. Il y a des inventaires, il y a des conservateurs, il y a les carabiniers qui veillent à ce qu'on ne vole pas les choses. On structure, mais pareil, sous surveillance. Ça, c'est pour gérer les archives de la ville de Norcia, qui n'était pas un gros endommagement, mais quand même, il faut faire quelque chose. Hein. Et puis après, il faut les mettre à l'abri, il faut les étiqueter, il faut les ranger, il faut avoir prévu des locaux de stockage. C'est une énorme organisation. Et pendant ce temps, les pompiers font les acrobates pour aller sauver des cloches, ou ils font des installations de ce type-là, pour sauver des églises. Mais quand même, au total, ça, c'est le score. Sur les biens culturels, 50% d'endommagement. Donc c'est énorme, hein, quand même, ce qu'ils ont. Et ce qu'on récupère, c'est 15 000 biens inventoriés, c'est 3 km d'archives et c'est 7 000 volumes de livres. Hein. Ils ont, les pompiers, un manuel qui s'appelle Stop, qui est extrêmement bien fait, où on vous explique comment on stabilise des monuments endommagés en fonction de la hauteur. On vous explique comment on les cercle, comment on les reprend, quelles sont les stratégies. Et j'avais dit au retour de la mission sur les monuments historiques, on devrait traduire en français ce bouquin, tellement il est bien et pratique et à quel point on devrait l'avoir. Et mon vœu a été exaucé, mais il n'a pas été exaucé par la France. Je pensais que le ministère pourrait payer une traduction. Ben non, ça a été traduit en français par les pompiers du Val d'Aoste, parce que dans le Val d'Aoste, il faut que les pompiers parlent français, le manuel français. Enfin, en Italie, les pompiers du Val d'Aoste ont un manuel en français. Je vous recommande de la voir, enfin pour ceux qui sont un peu techniciens du bâtiment, je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre. On a en France un petit peu des gens qui se préoccupent, et même à l'échelle internationale, de protection du patrimoine culturel. On a un anglais qui s'appelle le Bouclier Bleu, qui intervient là-dessus, qui à l'origine est venu plutôt de la guerre et de la Convention de La Haye, où il y a une espèce de croix-rouge des monuments. On a essayé de protéger le patrimoine culturel en cas de conflit, et les missions se sont étendues aux risques naturels. Voilà, en tout cas. Et qui est un comité international qui a une antenne française. En Italie, ils n'interviennent pas parce que les Italiens sont tellement extraordinaires qu'ils n'ont vraiment pas besoin de nous, ni besoin de ce type de choses. Mais quatrième priorité, retourner à l'école. Cette photo a été prise le 12 décembre 2016. C'est le Trentino qui a offert l'école d'Amatrice. Voilà son inauguration le 13 septembre. Le séisme avait lieu le 24 août. Et à Amatrice, totalement quand même détruit, comme vous l'avez vu, on fait la rentrée des classes. Ça, c'est assez extraordinaire. Et pareil, le 20 novembre, ça c'est aux alentours de Norcia. Le 20 novembre, le séisme avait eu lieu le 30 octobre, ça fait quand même pas, et ben on inaugure encore une école. Et le 27 novembre, il y en a encore une autre, hein, qui a d'ailleurs des capteurs solaires. On aime vraiment beaucoup dans le coin. Bon.
Mais quand même, au total, ils ont fait 2400 diagnostics et ils ont eu quand même une trentaine de pourcents d'écoles inutilisables, ce qui est quand même un chiffre assez élevé. Il y a aussi, bien sûr, en parallèle d'assurer la viabilité des réseaux. Et dans le deuxième séisme, le premier, il n'y en avait pas eu trop, mais dans le deuxième, il y a eu une route de liaison où des piles marteaux ont eu ce type d'endommagement. Donc la route n'était plus praticable. Il y a aussi des tunnels endommagés, ce qui est assez rare, mais quand même là, des voûtes étaient tombées. Il y a eu des choses. Et on verra plus que ça a posé pas mal de problèmes. Il y a eu des interventions du génie. Ça, c'est Amatrice, la route de déviation qu'ils ont construite, qu'ils ont inaugurée très rapidement. Voilà, les premiers passages, ça c'est le génie qui a fait ces choses. Et ça c'est les confortements d'ouvrage qu'ils ont dû faire pour la deuxième route. Il y a eu aussi beaucoup de missions d'inspection de tous les réseaux, parce que l'eau potable, tout ça, ça peut être endommagé. C'est une très grosse mission quand même. Et puis il y a aussi une énorme mission qui s'appelle diagnostiquer les bâtiments. Comme les Italiens ont une stratégie de dire « on vire tout le monde et vous ne re-rentrez que quand on déclare que c'est pas dangereux », il faut énormément de diagnostics. Alors, ils ont des procédures très au point qui s'appelle AEDS, qui est une manière de repérer, d'analyser les bâtiments pour l'urgence post-sismique. Et puis, ils ont été débordés par le deuxième séisme et ils ont changé la procédure en faisant une procédure qui s'appelait FAST. Et simplement, par rapport à la procédure normale, c'est que c'est des gens un peu moins qualifiés qui l'ont fait. Pour faire les procédures dites AEDS, il faut être sur une liste agréée d'inspecteurs d'urgence, alors que dans la liste FAST, on prend tout technicien du bâtiment, mais qui n'a pas nécessairement la formation et l'agrément. C'est un petit peu la différence qu'ils ont donnée. Mais après, il y a des différences un petit peu fiscales et d'endommagement, et qui fait que la procédure AEDS donne droit aux indemnités, alors que la procédure FAST vous permet juste de rentrer ou pas rentrer dans le bâtiment, mais vous aurez besoin de refaire quelque chose pour déposer votre demande d'indemnité, ce qui explique un petit peu la différence. Bon, ça c'est les fiches, je crois, FAST de ce type-là, et il y a des tas de règles sur ce qu'on doit faire, et un technicien qui a fait du FAST n'a pas le droit de faire l'AEDS après. Enfin bon, comme il y a beaucoup de problèmes d'assurance derrière, voilà un petit peu, vous avez des accréditations. Ils ont un système qui est très bien fait pour les biens culturels, les dommages qui pointent assez bien tous les dommages qu'on peut trouver sur une église, de basculement de ceci, de voûte, ça c'est très très bien fichu. Dans le cadre des églises, enfin des biens culturels, c'est des gens qui sont au moins architectes des monuments historiques, enfin vous voyez, qui font ce type de diagnostic, ça c'est pas laissé au commun des mortels, c'est quand même déjà des gens très qualifiés. Mais au total, il y a eu 140 000 diagnostics qui ont été faits, il y a eu 6 000 techniciens qui sont intervenus, et au plus fort, il y avait 168 équipes sur le terrain. Ça vous donne quand même l'ampleur qu'il faut mobiliser pour faire des diagnostics derrière. Sur les biens d'école, c'était de l'ordre de 2000, et tous les bâtiments publics, c'était de l'ordre de 2000. Et en gros, il y en avait la moitié, enfin entre 66% ou la moitié, qui était habitable ou pas. Ça donne un peu un ordre de grandeur. Voilà. Donc, le total de AEDS, c'est-à-dire la procédure, disons, un peu lourde et qualifiée, c'était 60 000, et la procédure FAST, 84 000. Bon. En France, on commence à mettre en place un dispositif de ce type, et on commence à avoir un dispositif urgence, plus ou moins en rapport entre la protection civile et la FPS, et on commence à accréditer des diagnostiqueurs. Mais pour rien vous cacher, en France métropolitaine, ça doit se compter sur les doigts de mes deux mains, le nombre. Donc les 160 000 diagnostics en France, je ne pense pas qu'on est capable de les faire. On a des fiches qui sont de ce type-là, pareil, de pointage de et des décisions qui sont les suivantes à donner. On met une affiche verte, ce qui veut dire que vous avez le droit de rentrer chez vous, il n'y a pas trop de problème. Mais on met un petit truc, attention, les répliques peuvent être dangereuses. Tout le monde met quand même... on met des bémols avant de dire, mais globalement, personnellement, j'irai dormir dans un bâtiment vert. Voilà ce que ça veut dire. Et puis, je vais plus loin. Un bâtiment rouge, on a très peu de problèmes pour ce genre de diagnostic, c'est vous ne rentrez pas. Donc, si moi, je ne rentre pas dans un bâtiment, c'est terminé, je mets rouge et on n'en parle plus. Il n'y a même pas de diagnostic à faire. Enfin, très rapidement, on peut dire trop de risques. Trop de risques. Et puis, le jaune, c'est ça qui est plus difficile. Et c'est que... on ne vous interdit pas
de rentrer, mais on vous demande de pas séjourner. Vous avez beaucoup de bâtiments dans les photos que je vous ai montrées, qui étaient bien endommagés, mais sincèrement, si vous avez votre carnet de chèques, votre carte bleue et vos habits à l'intérieur, est-ce que j'irai les chercher ? Est-ce que je prends le risque ? Il est sûr qu'en cas de réplique, il est dangereux, mais est-ce que je prends le risque peut-être d'aller chercher mes sous ? Et bien à l'Aquila, ça c'était très fort. Ils avaient mis effectivement cette clause. Simplement, vous ne rentriez pas tout seul dans un bâtiment jaune. Vous étiez accompagné d'un pompier. Il y avait une équipe de secours qui était avec vous au cas où. Mais au moins, c'est quand même pas mal de pas tout interdire et de permettre aux gens d'aller récupérer des biens. Ça veut dire ça. Mais ne restez pas trop longtemps. Vous minimisez le risque. Mais on ne peut pas vous garantir que votre bâtiment est sans risque. Bon. Ceci dit, c'est une responsabilité, moi je trouve terrible, franchement, de dire ça, parce que dans un sens comme dans l'autre, les conséquences sont particulièrement graves. Bon. Organiser le relogement, on en a vu, vous avez vu les Tendopoli et toutes les solutions que l'on peut faire. Ça, c'est l'inauguration des premières maisons de Norcia, et c'est la première clé de relogement qui a été donnée pour les sinistrés de Norcia. Voilà le type de construction qu'ils ont fait, qu'ils ont mis à disposition dans un délai assez bref pour le relogement. Et ça, c'est encore la charmante ministre de la Défense, parce que c'est les militaires qui avaient beaucoup préparé cette opération. Je suis revenu juste pour vous montrer un petit peu l'ampleur et de ce qu'on peut faire. À l'Aquila, j'y étais allé en 2009, et là j'y suis retourné donc 7 ans après pour voir les relogements. Ils avaient fait 2 types de relogements à l'époque qui étaient plus durables, disons. C'était des petits lotissements de maisons basses d'un étage, pas plus, en maison individuelle accolée, bon, de tas de types, mais leur problème c'était 30 000 personnes à reloger. Le séisme avait eu lieu au mois d'avril et ils voulaient que tout le monde soit relogé avant Noël et avant la neige. Donc c'était quand même mené tambour battant, une histoire de ce type. Donc ils avaient répondu en raflant dans toute l'Italie tous les gens capables de fournir ce genre de choses. Alors pour des constructions basses, c'était assez léger en bois, il n'y avait pas trop de problèmes, disons, de stabilité. Mais enfin, il y avait eu un peu tout comme style de choses. Et puis ils ont fait un programme qui s'appelle CAS, qui à mon sens est très très intelligent, beaucoup plus lourd. C'était de faire une nappe de garage sur des piles métalliques. Vous avez un radier au sol, vous avez des piles métalliques, et en intermédiaire, vous avez un appui parasismique, mais qui fonctionne comme une pile pendule inversée. Il me faudra un petit peu plus de temps pour vous expliquer la technique, mais ça a l'avantage par rapport à des appuis néoprène d'être invariant par rapport au poids. Un pendule, la période d'un pendule est indépendante de la masse. Ce qui compte, c'est juste la longueur de la ficelle. Mais là, c'est l'inverse inversé, parce que c'est des systèmes de double sphère qui gigotent les unes sur les autres. Et avec ce système-là, il faisait le radier, les poteaux qui étaient métalliques, la dalle, le dispositif de pile pendule inversée, et puis par-dessus on construisait, je dis pas n'importe quoi, mais on n'avait plus de sollicitation sismique qui était filtrée par la dalle parking, et on pouvait mettre n'importe quel poids dessus, dans une certaine limite. Mais ils ont construit dessus en béton préfabriqué, en bois préfabriqué, en acier préfabriqué, et ça leur a permis de faire venir tous les préfabricants d'Italie de ce type de bâtiment et de les poser sur les dalles qui étaient fabriquées par un génie civil. C'est assez incroyable, mais quand on revient 7 ans après, c'est du provisoire assez durable qu'ils ont fait. C'est pas ça a été fait dans l'urgence parce qu'il fallait le faire avant Noël, mais c'est assez durable comme type de solution. Alors ça impose juste le déplacement de la dalle pour donner des ordres de grandeur. Ça peut être 20 ou 30 cm de déplacement. C'est quand même important, et ça suppose que tous les égouts, les câbles soient capables d'encaisser. Donc il y a des dispositifs de rotule, mais c'est pas plus difficile que de faire une péniche sur la Seine où les restaurants sont branchés avec un système souple. C'est un peu le même type de raccordement de réseau qu'il faut faire là-dessus. Par contre, à Norcia, vous voyez, ça c'est les relogements de Norcia, on est dans le provisoire urgence, et ils ont eu le séisme, disons, tard, octobre, et il y a la neige, et il y a ceci, et il y a cela, et donc ils sont allés à toute vitesse avec des dispositifs de ce type-là, mais enfin qu'ils ont quand même tenu.
Autre chose aussi que nous, on oublierait peut-être, c'est quand même la gestion des déblais. Je ne sais pas si vous avez fait de la démolition dans votre vie, c'est déjà gros, mais alors là, c'est la puissance N, hein, très sincèrement. Et en Colombie, je l'avais vu mal gérer, ce truc-là, en ce sens que on est dans l'urgence, il faut déblayer, et puis on a bouché des rivières, et on a fait des inondations catastrophiques derrière, parce qu'il fallait déblayer. Donc ça aussi, ça donne lieu quand même à des plans coordonnés, et c'est un très gros sujet. Je sais qu'en France, le ministère, il y a un groupe qui commence à se préoccuper des réflexions sur ce sujet parce qu'ils ont été confrontés à la gestion des déchets suite aux inondations. Donc quand même, c'est souvent pas très chouette ce qui se passe après. Et le nettoyage post-crue, c'est aussi un assez joli sujet. Bon, enfin, ça vous donne aussi le dispositif. Gérer les dons, c'est plus facile quand même, mais c'est quelque chose d'assez important. C'est de l'ordre de 15 millions qui sont arrivés, et puis après un peu plus. C'est aussi un gros chapitre quand même qu'il ne faut pas oublier. Et ne pas oublier le monde rural, ils ont quand même un petit chapitre. On intervient dans les campagnes, parce qu'on est aussi assez sinistré dans ces zones-là. Et ça, c'est une étable provisoire que j'avais vue monter du côté de Norcia, c'est assez chouette. Et ça sert, hein, parce que vous voyez, un bâtiment d'élevage endommagé, c'est quand même un problème. Il y a eu beaucoup d'assistance aussi, ça c'est des moutons qui viennent de Sardaigne, qui ont été donnés, et puis il y a eu aussi, je ne sais pas pourquoi, la garde des finances qui a donné des balles de foin, et la Croix-Rouge italienne. Enfin bon, il y a quand même une solidarité rurale qu'il ne faut pas oublier, mais aussi quand on l'oublie ou quand elle est difficile, le monde rural sait assez bien se défendre. Et ça, c'est les rares manifestations qu'il y a eu suite à Maastricht et Norcia. C'est en fait les gens pour la semaine des lentilles. C'est une histoire assez incroyable, c'est qu'ils ont au-dessus de Norcia un altiplano où on cultive des lentilles et c'est une spécialité locale. Et en fait, la route était coupée, les gens ne pouvaient pas y aller et elle a été coupée à cause d'un tunnel que je vous ai déjà montré qui était endommagé et les services ne voulaient pas ouvrir ce tunnel. Enfin, c'était pas facile. Alors ça a donné lieu, le monde rural sait dans l'ensemble se défendre et s'exprimer. Et il y a eu un troc, voilà, l'objet il était là, il fallait passer là-dedans. Hein. Bon, petit sujet. Et il y a eu un troc qui s'est passé où on a autorisé un convoi contrôlé par les pompiers, par la sécurité, pour traverser le chantier avec un dispositif de sécurité, mais on a interdit aux touristes de suivre. La hantise des autorités, c'était d'ouvrir ce tunnel. Donc ils ont accepté une dérogation, mais ça s'est passé de manière quand même un peu musclée, hein, avec les agriculteurs, pour franchir ce dispositif-là, où ils ont laissé passer les tracteurs dans le chantier. Voilà. Alors après, ils ont sorti tous les drapeaux et voilà leur altiplano où on va faire la semaine de la lentille. Bon, c'était ça le sujet. Petit clin d'œil, il me semble qu'en France et dans l'Isère, on connaît ce type de problématique des tunnels qui s'effondrent, hein, et on sait que c'est pas très facile à gérer. Mais pour tout cela, quand même, je vous ai montré, franchement, quelle organisation. Ça, c'est ce que diffuse. Bon, c'est de la propagande, mais la propagande est quand même assez réelle. Hein. C'est la première réunion de crise, hein, du département de la protection civile. Ça se déclenche, le bonhomme là que vous voyez de dos, on lui donne les pleins pouvoirs. Il y a un arrêté, et puis bing, hein, monsieur, vous avez les pleins pouvoirs. Mais il n'en abuse pas, parce qu'ils savent très très bien jouer la coordination. Il pourrait le jouer assez dictatorial, parce qu'il l'a. Juridiquement, il a tous les pouvoirs de réquisition, on a tout chanté, ce qui est normal, hein, là-dessus. Mais bon, ils mettent en place un dispositif et puis ils le déportent très rapidement. Et le 28 août, ils avaient fait ce qu'ils appellent le DICOMAC, ça veut dire Direction de Commandement, d'Assistance et de je sais pas trop quoi, et de Coordination. Et ils se mettent à Rieti le plus près possible, pas dans la zone impactée, mais quand même sur zone. Et après, ça donne lieu à des meetings, enfin des réunions de ce type. Et où il y a tout le monde, hein, les volontaires, les machins, les pompiers, les carabiniers, l'armée, enfin vous voyez, il y a un petit peu. Et franchement, ils sont assez excellents pour réussir à coordonner tout ça, pour qu'il n'y ait pas de clash, pour que chacun soit à sa place, qu'on ne dissuade aucune bonne volonté, qu'on la mette au bon endroit. Moi, je suis à chaque fois bluffé par l'ambiance qu'il y a dans les situations de crise là-bas. Ça, c'est vraiment... Chacun a sa place, chacun sait ce qu'il doit faire. On vous dit oui, on vous dit non. Mais tout le monde est calme, tout le monde gère bien son job. Franchement, chapeau.
Mais après, bon, post-crise, je voudrais aller encore plus loin, conforter, reconstruire. Comme je disais, j'ai eu la grande chance de revenir sur les lieux, pas de mes crimes, mais d'un certain nombre de séismes, mais juste sur un angle qui était vulnérabilité des monuments historiques. C'était ça notre mission. Alors, un an après, en Émilie-Romagne, on est allé à Mirandola. Et Mirandola, la gloire locale, c'est Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, c'est un humaniste, enfin, c'est le passage de la fin du Moyen-Âge à la Renaissance. Et Pic de la Mirandole avait un très beau château, mais enfin, voilà son château, Pic de la Mirandole. Il est bardé, et ça, c'est les Viguil del Fuego qui ont fait ça. Bon. Et puis, on va visiter aussi la collégiale de Mirandola. Et là, on tombe sur la jeune fille, c'est des guillemets, parce que c'est ses collègues qui l'appellent comme ça. C'est un pompier qui est le responsable d'équipe là-dessus. Juste pour donner son pédigré, c'est un pompier de l'aéroport de Rome qui attend les incendies des avions. Mais franchement, ça l'enquiquine, parce qu'il passe sa vie à entendre, et il a passé des qualifications pour faire de la stabilisation de monuments historiques. Et c'est devenu un sacré chef. Il nous explique ses plans, c'est lui qui nous a appris le manuel STOP, qui m'a appris à m'en servir. Il nous montre comment il va faire, et puis il nous fait visiter son chantier. Et son chantier, on lui avait laissé en désordre, en ce sens qu'après le séisme, voilà à quoi ressemblait son chantier. C'était pas bien tenu, sincèrement. Et lui, il a tout rangé, tout étiqueté, il a repris les briques une à une, et ça c'est la 5e travée, et ça c'est ci, parce qu'on va reconstruire l'église avec les mêmes briques. Et ça ne fait pas l'ombre d'une hésitation, l'ombre d'un doute. On refait. Et lui, il est là pour préparer cette réflexion et mettre en place tout le dispositif pour sauver ce qui existe et qu'on puisse reconstruire derrière. Il arrêtera sa mission quand les ruines seront stabilisées. Après, c'est plus son job. Il ne reconstruira pas. Il a stabilisé. Merci. Et il passe ailleurs. 4 ans après l'Aquila, voilà ce qu'on voit. La ville est bardée. La ville avait été, le cœur de ville avait été totalement vidé de ses habitants, zone rouge, et cerclé partout. Tous les bâtiments stabilisés avec le manuel STOP qui vous dit voilà telle hauteur, tel tirant, tel appui, tel type de choses. Et puis quand c'est une voûte, et voilà. Et puis quand vous avez un passage, voilà comme ça. Puis quand vous avez une colonnade, vous tirez une file de précontrainte pour vous les stabiliser. Et puis on commençait quand même à voir des chantiers qui démarraient. Et on commençait quand même à voir que ça frétillait. On avait là aussi des musées de l'échafaudage. C'était absolument incroyable. C'était aussi ça à côté, c'était ça de partout. Ils avaient restauré très rapidement la fontaine des 99 cannelles, c'est le monument fondateur de la ville de l'Aquila. Il y avait 99 tribus qui se sont regroupées, qui ont fait une fontaine avec 99 bouches. Elle avait été endommagée par le séisme. Et un des premiers chantiers, ça a été de la remettre d'aplomb. Ça avait protesté à l'époque parce que les gens n'étaient pas encore relogés, etc. Mais du point de vue symbolique, ils avaient tenu fort. Ils ont dit non, c'est aussi important que tout le reste. Et ils l'avaient restauré. Coût de l'opération, c'était, je ne dis pas des clopinettes, mais c'était quand même 500 000 €. Donc en situation de crise, flanquer 500 000 € pour un symbole, je trouve que c'est pas mal. Et puis ils avaient aussi quelque chose qui est l'église Sainte-Maria des Suffrages, où là, la France va participer à sa restauration. On en paye la moitié. Ça a été la contribution de la France. Il y a eu un G8 ou G20, je sais plus quoi, qui s'était tenu là, et chaque pays avait mis un petit peu, et la France avait dit on paye cette église, en gros. Bon. Et tout est prêt. Et cette église avait été construite déjà comme monument expiatoire, enfin pas expiatoire, mais comme monument commémoratif, après le tremblement de terre de 1703. Donc elle était marquée du point de vue symbolique. Mais avant de la reconstruire, les pompiers ont fait ça. Le ça, c'est qu'ils ont fabriqué ce qu'ils ont appelé le poulpe. Donc c'est une espèce de pince à sucre qu'ils ont descendu dans l'église, et hop, ils ont déplié les pattes et ça a stabilisé la voûte. Et puis après, voilà ce qu'ils ont sauvé. Franchement, c'est bluffant, ce type. Puis après, on a fabriqué un petit parapluie, et puis hop, on l'a mis dessus. Puis maintenant, on est en train de remonter brique à brique et de reconstruire ce monument. Là aussi, ils se sont fait photographier, mais enfin, franchement, chapeau. Je suis bluffé, moi, quand je vois des trucs comme ça. Mais 7 ans après, j'ai eu la chance, ou malchance, mais bon, d'y revenir juste en même temps que la mission amatrice, comme c'était à côté, je suis allé jeter un petit coup d'œil. En 2013, j'avais fait cette photo, en 2016, je vous fais celle-là. Et vous rentrez dans l'église, voilà comment c'est. Waouh, franchement, waouh. Total de ce chantier, 25 millions.
25 millions d'euros. Impeccable, impeccable. Un truc incroyable, incroyable. Pareil, je refais faire un petit tour sur Santa Maria del Suffragio. Hein. On vous explique de manière très pédagogique tout ce qu'on va faire. C'est très, très, très clair. Hein. On vous donne les détails. Mais petite incidence, on reconstruit l'identique, mais on rajoute quelques petits cerclages en aramide pour tenir la coupole. Petite réflexion incidente, elle avait été ravalée peu de temps avant. Enfin, peu de temps, disons une dizaine d'années avant le tremblement de terre. On avait déjà payé des échafaudages, on avait déjà payé les stoccators, on avait déjà payé les couvreurs, les machins, les ceci. On n'aurait pas pu payer les petites ceintures d'aramide au même moment. Ben, ça aurait peut-être pas coûté très très cher. On ne l'avait pas fait. Bon, le chantier, c'est ça. Ils ont récupéré les petits morceaux, pareil, hein, et ils vont les remettre en place. Hein, et ils ont à côté une chapelle de la mémoire qui est dans le dispositif, parce que cette église, il n'y a que la coupole qui a été ruinée, mais le corps de bâtiment principal, c'est plutôt bien comporté. Hein. Et ils en ont fait une chapelle de la mémoire dedans. C'est très bien fait, mais c'est assez poignant parce qu'il y a les photos de toutes les victimes. Et en face, bon, on sent que ça va revenir. Mais pareil, j'avais fait ça en 2013. Ben voilà en 2016 ce qu'on trouve. Une restauration mais impeccable, incroyable. Hein. Puis les gouttières en cuivre, des finitions. Et quand je lis dans la presse tout ce que j'ai lu, je vous avouerai, sur les séismes en italien, ça m'a toujours choqué en ce sens que c'est toujours, bien sûr, à court terme. Bon, bien sûr qu'il y a des ruines, bien sûr qu'il y a du malheur, bien sûr qu'il y a des catastrophes, mais ça, on ne vous le racontera pas dans la presse, à la limite. Mais ça, c'est 10 ans après, 7 ans, 10 ans après, c'est l'échelle de temps à laquelle on le situe. C'est sûr que c'est pas de la minute, mais sincèrement, ça mérite un peu de temps, un petit peu de réflexion, comment on refait, pourquoi on le fait. Et on pourrait faire du journalisme de profondeur, où on donne ça, pas que le sensationnalisme du désastre, la qualité de la reconstruction, c'est pas inintéressant de le savoir. Et alors le chef-d'œuvre, entre guillemets, mais 16 ans après, Assise, vous voyez rien. Giotto, impeccable, les fresques, nickel, tout est absolument splendide. Au passage, vous voyez qu'il se préoccupait pas mal quand même de tremblements de terre, enfin peut-être spirituel, hein, il voulait redresser l'église, hein, lui, mais on peut le prendre quand même au sens physique du terme. Bon. Mais le 26 septembre 97, c'était pas le même spectacle. Hein. Franchement, un effondrement des voûtes extrêmement important, un désastre qui avait beaucoup frappé et puis qui a tué des gens. Il y a des gens là-dessous. Hein. Bon. Et puis on a eu la grande chance, nous, d'aller voir au-dessus des voûtes, et grâce à quelqu'un qui s'appelle Sergio Fussetti. Sergio Fussetti, c'est un restaurateur de fresques qui a eu le bonheur ou le malheur d'arriver à Assise juste avant le tremblement de terre, mais il devait juste nettoyer les voûtes ou faire un peu de peinture. Enfin, il avait une mission minime. Et puis, blam, le tremblement de terre, l'effondrement, et M. Sergio Fussetti est chargé de refaire ça. Voilà son job. Et il va consacrer 10 ans de sa vie à refaire ça. Et là, il nous explique comment ils ont restabilisé les voûtes, ils ont reconstruit ce qui était tombé, mais ils ont stabilisé tout le reste et ils l'ont stabilisé avec le dispositif qu'il nous explique et que vous allez voir. Ça, c'est son job de restaurateur. Il a ramassé 200 000 pièces par terre de son puzzle. Je crois que ma mère est là-dedans, elle a des puzzles de 3 000 pièces, c'est déjà du boulot. Mais 200 000 pièces de ce calibre-là, et ils ont reconstitué le morceau. Ils avaient beaucoup de photos, donc ils ont fait les photos à l'échelle 1, et puis ils se sont amusés à reposer le truc. Et ils se sont autorisés, quand ça manquait, à en rajouter les petits bouts. Mais quand même, ils ont essayé de mettre déjà toutes les pièces. Et ils l'ont fait. Et puis après, pour tenir tout ça, sur les voûtes, ou reconstruites ou gardées, ils ont mis des arcs en aramide. Ils les ont scellés avec les petites mèches qu'ils nous montraient, qui sont prises dans l'après, et ils ont stabilisé ça avec des dispositifs de suspension et de ressort. Et puis il y a aussi à l'intérieur une centrale d'acquisition qui mesure les déformés. La raison de ça, c'est qu'il faut
la structure au-dessus, comme dans la plupart des églises, les voûtes que vous voyez ne sont pas autre chose qu'un faux plafond, entre guillemets, assez lourd, mais un faux plafond. Et vous avez au-dessus un toit. Le toit, il tient sur autre chose, des charpentes en bois. Là, c'était sur des arcs. C'est les arcs que l'on voit. Ces arcs avaient été confortés dans les années 30 et la partie supérieure s'était bien comportée, était assez stable et résistait. Et donc, les voûtes où il y a les fresques sont suspendues aux arcs supérieurs. Et ça, c'est le dispositif de suspente. Et ce dispositif doit permettre la respiration et la dilatation entre le chaud, le froid, l'humidité. Mais avec le ressort, ils ont une capacité en cas de séisme à amortir un déplacement, à faire un amortissement et à bloquer un déplacement qui serait trop important. Voilà. Je pense que le dispositif est bien. Juste ma réflexion quand même, qu'ils ont aussi, c'est que ça doit dater de je sais pas quoi, de l'an 1000, enfin, ou 1500, enfin quelque chose comme ça. On a passé quelques siècles sans rien quasiment, hein, et ça s'est bien comporté. Et ça c'est très très bien, mais sans entretien, si on revient dans 5 siècles, je suis pas sûr que les ressorts marchent, que les câbles sont encore là et que la centrale d'acquisition continue à tourner. Donc on est rentré quand même dans un système de conservation active qui suppose qu'on ait une technologie active entretenue, je pense entretenue. Bon, pour la petite histoire aussi, une des causes de l'effondrement, ça a été qu'on avait un peu trop entassé de gravats là-dedans, et depuis 500 ou 1000 ans, chaque fois qu'il y avait un chantier, les briques, c'était casse-pied de les descendre, on les foutait dans la voûte. Et donc sur la voûte, et c'est pour ça qu'il y a eu un nuage aussi affreux quand elle est tombée, c'est qu'il y avait quand même tout ça de gravats. Ça n'améliore pas les choses, hein, ce type de choses. Voilà. Et puis ils ont fait aussi quelque chose que personnellement je n'ai pas encore compris, c'est les tympans, enfin les façades latérales qui se désolidarisaient. Il fallait trouver un dispositif entre disons les pignons et le corps principal qui amortissent mais pas trop, et ils ont fait un truc extrêmement sophistiqué avec des aciers à mémoire de forme qui jouent le rôle d'un amortisseur mais qui revient en place. Mais j'ai pas encore exactement compris, mais c'est très très sophistiqué ce type de choses. Il y a là aussi des centrales d'acquisition qui mesurent en temps réel les déplacements, et ils en ont mis aussi dans la nef où il y a eu des stabilités longitudinales, et pareil, il y a des câbles qui analysent tout le truc. Bon. Au passage, quand même, on a restauré le réfectoire des frères, et puis la salle d'audience papale, parce que quand même, bon, là aussi, ça peut être mal interprété, mais ce séisme a été presque une bénédiction, entre guillemets. Je mets encore des tas de guillemets quand je dis ça, mais si on regarde ce qu'on en a fait après, 3 ans après le séisme, on a classé au patrimoine mondial la basilique, qui ne l'était pas avant. C'est une conséquence du séisme. Et l'argent, je ne dis pas coulé à flot, mais il y a eu un afflux de dons extrêmement important, et ça a été très, très, très bien financé. Tout le monde a estimé que c'était impensable de laisser tomber ça. Hein, ça n'a pas fait l'ombre d'une hésitation mondiale pour dire qu'il fallait sauver le temple franciscain et temple. L'église franciscaine, bien sûr, et les fresques de Giotto, que ça faisait partie de notre patrimoine. Et ça s'est fait en moins de 10 ans. En 10 ans, il y avait un article qui disait « plus aucune séquelle », et c'est rigoureusement exact. Alors maintenant, je vais essayer de me livrer à quelques analyses, explications, commentaires. Bon, la sismologie, c'est une science extraordinaire. On sait tout, mais on le sait après. Le séisme d'Akumoli, 24 août, fantastique, moi je sais tout, ils m'ont tout expliqué, j'ai tout bien compris. Hein. Les sources, ceci, le plan de faille, les répliques, une radiographie. Si un Toubib avait une analyse pareille pour toutes les maladies, je serais très content. Mais pour l'instant, aucune prévision. Hein. On a eu 8 coups. C'était la zone de la planète la plus instrumentée au monde, parce que alors là tout le monde s'est déversé à flanquer des accéléros dans tous les coins, mais pas l'ombre d'un précurseur. Ça, il faut en être conscient. 1 minute avant, on est capable de ne rien dire. Alors peut-être que maintenant, ils vont faire, je suppose, beaucoup d'analyses inverses, hein, puisqu'on a enregistré, c'est rare qu'on ait eu un tel monitoring. On a le séisme, on a les enregistrements avant, on en a beaucoup. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a eu ceci, cela, et que peut-être, on arrivera à faire un système prédictif. Mais pour le moment, 0. Ça, il faut en être conscient. Il y a des cas où on a cru que, il y a toujours des gens qui vous ont annoncé les séismes, mais ils vous ont toujours annoncé qu'ils vous
l'avez dit avant, après, enfin, hein, mais jusqu'à présent, à ma connaissance, sur la planète, on n'a pas une seule prévision de séisme crédible. Voilà. Peut-être que ça marche, mais pour le moment, personne n'ose baser une politique de protection sur de la prévision. L'orage peut-être, la grêle peut-être, le volcanisme sans doute, mais le séisme, non. Bon, et maintenant, les scientifiques, ils vous disent juste, ça c'était en janvier, non si possono exclure, on ne peut pas exclure. Vous voyez, c'est quand même une prévision légère. Hein. Oui, on ne peut pas exclure. Et je pense qu'il n'y a pas une personne dans cette salle qui vous dira que demain matin à 11h, il y aura un séisme ici. On ne peut pas l'exclure. Mais toutefois, les sismologues me disent avant des choses très très intéressantes. Bon, d'une part, la sismicité historique. Ils étaient capables de raconter aux gens qu'en 1627, 1739, nanani, nanana. On a une mémoire, on a des cartes, on vous raconte des choses. Donc on peut vous dire avant... Écoutez, n'oubliez pas qu'en 1630, sous vos pieds, il s'est passé telle chose. Hein. On vous dit, dans la sismicité récente, il vous donne des tas de trucs. Regardez, un peu à droite, un peu à gauche, le mécanisme. Vous voyez, vous êtes dans une zone, il se passe des choses. Hein. Il y a des relations entre les failles. Enfin, vous voyez, ils peuvent quand même faire de l'anticipation, de la sismologie fiction. Hein, un petit poil, beaucoup. Ils vous expliquent après les mécanismes. Donc, ils peuvent quand même bien vous alerter. Et de tout ça... On en fait des cartes avec des classifications qui intéressent beaucoup les constructeurs parce qu'on vous dit ce n'est pas impossible que, hein, et voilà votre bâtiment, il peut ramasser ça ou ça. Puis aussi, ils vous disent des choses après qui sont plus fines s'ils analysent de manière plus fine. Franchement, je vous ai parlé d'Amatrice et des doutes qu'on avait sur les accéléros. Depuis, on a réinstrumenté Amatrice et comme il y a eu d'autres séismes, il y a des très beaux enregistrements. Et bien entendu, ils ont fait apparaître que suivant les zones, il pouvait y avoir un facteur de différence de 3. Hein, d'accord ? Entre A et B, les efforts peuvent varier du simple au triple. Ça, c'est bien de le savoir. Et Norcia, je vous ai montré après le séisme du 30 octobre, Amatrice, les explications, ça, on peut me le dire avant. Ce type de spectre, les sismologues sont capables de les faire non avant le séisme. Ils le font sous mouvement faible, ou sinon il faudrait faire sauter de la dynamite, mais quand même, ils sont capables de tracer des spectres de ce type avant les séismes. Ils sont capables de me dire que les églises risquent d'être plus endommagées à Norcia qu'à Amatrice. Et ça, ils ne me le disent pas le lendemain, ils me le disent la veille. Ça, c'est quand même extrêmement important de savoir ça. Commentaire, les bâtiments et les lieux ne sont pas tous égaux. Bon, mais ça, on peut le dire avant. Petit exemple, 7 avril 2009, à L'Aquila, il y a eu un village martyr qui était Ona, qui avait un score, vu la taille du village, extraordinairement, enfin dramatiquement de victimes, 40 morts sur un village de quelques centaines d'habitants, c'était colossal. Voilà l'état de Ona, et je suis passé là, c'était ça, mais à l'épicentre, qui était normalement plus impacté, c'était absolument pas ça. Donc il y avait vraiment un écart terrible, et le lendemain du séisme, le professeur Leandro d'Alessandro disait « Necessario fare una microzonation », il faudrait faire une microzonification. Et ils l'ont faite un an après, malheureusement. Et il est évident, par étude de sol, des tas de méthodes dont on pourra vous parler. C'est pas ma spécialité, mais je sais qu'il y a des gens qui font ça extrêmement bien. On peut vous raconter pourquoi Ona est dans telle zone et peut être soumis à des accélérations plus importantes que ceci, que cela. Et ça ne coûte pas très cher. C'est pas des études faramineuses, mais c'est des études qu'on ne fait pas toujours. On les a fait, fort heureusement, à Annecy. Vous voyez, c'est un extrait du PPR d'Annecy. On est rapide, on a mis que 12 ans à les faire, mais on les a fait. Mais je voulais juste vous montrer cette carte. Il y a du rouge, du bleu, du vert, nanana. Mais juste pour vous sensibiliser, suivant, c'est le même spectre, et nous on connaît quasi que ça, la période des bâtiments et l'accélération. Hein. En gros, l'effort par rapport à la hauteur des bâtiments. Je simplifie, mais c'est un ordre de grandeur. Mais vous voyez que toutes les courbes de couleur ont une variation de 5 à 15 mètres secondes carrés. Ça veut dire une variation
variation d'effort de 1 à 3, mais qui est fonction à chaque fois de la période, donc disons en gros de la hauteur des bâtiments. Suivant la zone, ça sera pire ou meilleur ou moins mauvais ou plus, suivant tel et tel type de bâtiment. Il y a eu le cas, je crois, de l'hôpital d'Annecy, qui avait été étudié avant le microzonage, et paradoxalement, ils ont trouvé un sol meilleur du point de vue de sa portance, mais qui, vu le bâtiment, qui était raide, devenait plus mauvais pour les efforts sismiques. Enfin, et il aurait été intéressant qu'ils aient eu ces informations bien avant de commencer leur étude. Mais ça, c'est extrêmement sensible. Celui-là, il a dû être fait par le PRGM, il pourrait donner le tarif, c'est pas exorbitant. En regard avec l'enjeu, franchement, les collectivités publiques devraient faire ce type de choses. Je vous montre celui de Grenoble, il est comme ça pour l'instant, c'est la ville la plus étudiée de France, la plus connue, on a le plus de scientifiques, mais jusqu'à une date récente, on ne voulait pas le faire, on ne voulait pas qu'il y en ait un PPR, parce que cela aurait fait peur aux investisseurs. Si on dit que Grenoble est sismique, les investisseurs ne viendraient pas, donc on n'a pas voulu le faire. Bon, San Francisco est sismique, il y a quand même quelques investisseurs à San Francisco. Bon, passons. Mais ça m'amène à un sujet qui est un peu la dissonance cognitive. Franchement, amatrice, voilà, intensité 10, comment on en arrive là? Et pourtant, on a eu un séisme en 2009 au sud. On en a eu en 97 un peu au nord. On en a eu en 79 pas très loin. On en a eu un terrible terremoto en 1639. Et manifestement, à matrice, on ne le voit pas. Mais c'est un mécanisme qui est très fort, disons, sur la cigarette, que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Vous savez quelque chose que vous ne voulez pas savoir. En gros, fumer-tu? Oui, mais ça n'empêche pas de fumer, parce que c'est pas pour moi, c'est pour demain. Et puis moi, ceci, nanani. Le séisme, mais oui, mais c'est pareil. De toute façon, si je vous dis qu'il y a un séisme à Grenoble, vous me rionnez. Mais non, mon grand-père l'a jamais connu. Et puis tous les mécanismes sont bons pour qu'on occulte complètement ce qui nous menace. Mais c'est vrai que peut-être que ça ne me menace pas. J'aurais peut-être pas le cancer du poumon. Bon, mais ça frappe aussi quand même des gens qui ne sont pas que des clampins moyens. Par exemple, l'ONU a eu la pire catastrophe de son histoire à cause d'un séisme. C'est à Haïti, en opération de maintien de la paix, malgré les bombes, les guerres, les terroristes, tout ce que vous voulez, il n'y a jamais eu autant de victimes qu'à Haïti à cause du séisme. Toute la mission était dans un bâtiment qui s'est totalement effondré. Voilà la liste des victimes. Il y a un mémorial maintenant. Mais franchement, ce qui me choc, c'est qu'à l'ONU, on a des dispositifs de sécurité incroyables. J'ai des amis qui y travaillent, la femme est en Somalie, quand vous êtes en niveau 1, il a le droit d'y aller que 24 heures, en niveau 2 que 48. Enfin oui, il y a du protocole sécuritaire, c'est des gens ultra sécuritaires, l'ONU. Ils ont une agence pour la réduction des désastres qui s'appelle UNI-SDR. On a les meilleurs techniciens experts du monde et on a le maximum de victimes dans un tremblement de terre à Haïti parce qu'on n'a pas vu que l'immeuble dans lequel on était particulièrement vulnérable. Et vu son effondrement total, franchement, je ne dis pas que ça sautait aux yeux, mais je crois que ce n'était pas trop difficile à détecter avant pour un spécialiste. Bon, passons. Mais cela nous concerne. Bon, ça, c'est la carte du zonage sismique de l'Italie actuelle. Il y a des zones qui vont de 1 à 4. Bon, ça, c'est la carte de France. Nous, on a des zones qui vont de 1 à 4 en métropole, de 1 à 5. Bon. On dit, de toute façon, l'Italie, c'est pas nous, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Si on met quand même ces deux cartes et qu'on change un peu l'ordre, parce qu'eux, ils vont de 1 à 4 et nous, on va de 5 à 1, mais grosso modo, on se dit, ma foi, on raconte à peu près la même chose. La zone 4, c'est faible, c'est inférieur à 0,05 chez eux, 0,07 chez nous, et la zone 1, c'est du supérieur à 0,25, et nous, c'est entre 0,16 et 0,3, où on va au-dessus de 0,3 par rapport aux Antilles. Bon, et franchement, ce que j'ai vu, oui, ça peut exister en France. Nos petites taches rouges, elles valent bien la zone 1 ou 2, 1 de l'Italie. Sincèrement, on parle de la même chose, globalement. Mais je ne veux pas le voir. Bon, il y a un autre
programme qui, j'espère, va aider à vous convaincre. Il y a un programme européen qui s'appelle CHAR. C'est un acronyme hein, de l'harmonisation en Europe du hasard sismique, où alors là, tout le monde s'est mis autour de la table. Hein. Tous les gens qui participent, il y a l'ISTER, il y a un petit peu tous ces gens-là, ils se sont mis d'accord et ils ont fait la cartographie de tout ce qui est les séismes depuis l'an 1000 supérieur à 3,5 et puis ils ont fait une belle carte avec des tas de petites pustules. Bon, on regarde et oui, effectivement, si je fais un match France-Italie, il y en a plus en Italie, mais quand même on en a. Et puis quand même on en a qui ont à peu près la même couleur. Enfin la couleur c'est importante, c'est entre 5,5 et 6,5. Enfin ça devient déjà assez destructeur à ce niveau-là. Au-dessus de 6,5 ça l'est très destructeur, mais quand même on en a. Et historiquement on en a eu. Lourdes, Manosque, Nice, franchement. Hein, bon, ce que j'ai vu on peut le voir. Pour en revenir, on peut le voir moins souvent, en fait. C'est plus une image, hein, c'est pas une analyse scientifique, mais globalement, la mécanique sismique, l'Afrique pousse vers l'Europe, hein, et les Alpes sont percutées, poussées, mais l'Italie, de par sa forme, a plutôt une espèce de tendance à tourner. Et il est donc compréhensible que le mouvement soit plus rapide et plus important. C'est très simple, ils vous expliqueront des choses plus attestées. Mais il est compréhensible qu'il y ait plus de séismes en Italie qu'en France parce que le mouvement tectonique est plus important. C'est simple ce que je raconte. Mais en magnitude, ça ne veut pas dire qu'on aura des magnitudes moindres. Parce qu'en gros, la magnitude des séismes, elle est liée, disons, à la longueur de la faille qui va casser. Oui. Les très gros séismes, je ne sais pas quoi, faille de Sant'Andrea, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Le record du monde, c'est le Chili. Je ne sais pas si c'est pas 1000 kilomètres de faille qui casse. Enfin, globalement, la magnitude est proportionnelle à la longueur des failles qui cassent. Gardons ça en tête. Nous, en Italie ou en France, je ne sais pas, mais c'est peut-être 15 à 30 km l'ordre de grandeur. Enfin, les gens affineront mes chiffres hein, si je dis des bêtises, mais on a en gros à peu près les mêmes longueurs de failles qui peuvent casser. Simplement, chez les Italiens, elles cassent plus souvent parce que le mouvement est plus rapide, mais globalement, les magnitudes que nous, on risque ne sont pas inférieures. Les fréquences, oui. Donc, quand on dit que la France est un pays moins sismique que l'Italie, c'est vrai en fréquence, on en a moins souvent et on en aura, je pense, moins souvent, mais en importance, c'est du même type. Donc en gros, ce que moi j'ai vu, je pourrais le voir en France. Voilà. Mais si je fais aussi un autre match, hein, je viens de faire France-Italie, je fais France-Portugal. Franchement, on gagne, enfin, ou le Portugal gagne. Il y a nettement moins de séismes au Portugal qu'en France, historiquement, depuis l'an 1000. Ceci dit, si on se dit, tiens, le 1er novembre 1755, bah, c'est à Lisbonne, ça a donné lieu hein, au poème sur le désastre de Lisbonne, et ça a été la catastrophe du XVIIIe siècle, dont a parlé Rousseau et qui a donné la querelle de l'optimisme entre Rousseau et Voltaire. Enfin, c'est la catastrophe des catastrophes du 18e. Il ne s'est rien passé depuis, mais sincèrement, le Portugal et nous, c'est pas très différent sur ce qu'on risque. On est dans le même calibre. Bon, ça fait aussi des planches de ruines romantiques. Voilà. Dernier sujet aussi sur la compréhension des risques. Les gens que j'aime bien, c'est les Suisses parce qu'ils sont carrés, ils sont assureurs, réassureurs. Hein. Ils ont mis en place pour justifier leur armée, il ne faut pas se cacher, parce qu'il y a des votations pour les supprimer, et qu'il y a des menaces. Et donc ils ont inventorié toutes les menaces possibles. Et ils ont décrypté 33 événements possibles qui sont d'origine naturelle, bon, la pluie, la grève, aussi, bon, d'origine sociétale, les attentats, et puis d'origine technique, c'est en gros les défaillances et les accidents. Voilà. Et puis ils ont quantifié, analysé, ils ont regardé combien ça tuait de gens, de blessés, si l'image de la Suisse était indemne ou pas, et si on perdait la confiance dans les autorités. C'était ça leur critère. Et après ils ont classé tout ça avec la fréquence et les dommages. Et quand on regarde, et le séisme est très très bien placé, parce que si on le met dans une échelle de dommages, c'est colossal, les valeurs auxquelles ils arrivent, et dans une échelle de fréquence, ma foi, c'est pas si rare que ça hein, chez eux. Hein. Et leur analyse, elle est la suivante. Elle est dire, certes, c'est très très rare, mais comme c'est très destructeur, et ils ont une référence qui est Bâle, 1349, la ville totalement détruite, ils la referaient maintenant avec toute la chimie et tout ce qu'il y a à Bâle et autour, les dégâts seraient incommensurables là-dessus.
Mais dans un autre truc, même quand ils analysent, ils adorent faire des statistiques, puisqu'ils les assurent, que les risques naturels, ils ont un bout de logiciel qui s'appelle Catarisk, alors où il y a des tas de paramètres, je vous mets de l'aversion, pas de l'aversion, enfin bon, une cuisine statistique, mais quand même, dans Catarisk, qui sont rien que les risques naturels suisses, le séisme est quasiment équivalent à la somme de tous les autres. Ça bluffe. Hein. C'est plus que les crues, les avalanches, les chutes de blocs. On pourrait penser qu'un pays de montagne comme la Suisse, eh ben, les Suisses estiment que le séisme est le risque majeur. Mais ils le prennent au sérieux. On a eu un atelier franco-italo-suisse d'échange et on visitait le Valais pour échanger sur la prise en compte du risque sismique. Ben, en 2010, donc c'est déjà un petit peu vieux, ils nous ont fait visiter les confortements préventifs parasismiques des établissements du Valais. Il faut savoir qu'en Suisse, les gestions sont très décentralisées. C'est les cantons qui tiennent. Les hôpitaux, les collèges, enfin tout est très... Ça serait comme... Et un canton, c'est très petit, c'est une vallée. La vallée de la Romanche ou la vallée de la Maurienne serait un canton suisse. Ou le Vercors ou la Chartreuse. Et ben le Valais qui tient ses hôpitaux a conforté l'hôpital de Sion, c'est extrêmement bien fait, et a remis à flot son hôpital pour qu'il puisse faire face à un risque sismique de niveau très très élevé, et lui en restant opérationnel. Il l'avait fait aussi à ICHS, c'est une clinique en gros, et ils avaient fait une technique assez intelligente de refaire, on voit les murs à l'extérieur du bâtiment, c'est la structure stabilisation parasismique, et juste en faisant des petits carottages à l'intérieur du bâtiment, ils l'ont tout tenu par ces murs externes, et ils avaient refait le collège des Creusets à Sion aussi, stabilisé complètement, hein, repris, mis ce qu'il fallait, et les bâtiments de la police qui ressemblaient aux nôtres, enfin l'hôtel de police. Bon. Commentaire, je vais vous faire un petit commentaire pour Annecy. Celui-là, il est en off, vous l'envoyez pas au préfet parce qu'il est un petit peu critique. Mais en gros, le préfet de la Haute-Savoie a fait un PPR et il l'a prescrit en 2009. Hein, il a dit j'impose, c'est bien, voilà. Et il imposait que pour les bâtiments de catégorie d'importance 4, le 4, c'est les établissements de secours, hein, c'est les pompiers, les PC de crise, les trucs graves. Vous allez me faire, messieurs, un diagnostic de vulnérabilité, de renforcement dans un bâtiment dans un délai de 3 ans. Et ça, c'était en 2009. Il a commencé à lancer la consultation pour faire les études 4 ou 5 ans après. On a dû faire des études que j'ai pas eu en main, mais on a rigoureusement fait depuis. Et je vais vous montrer les PC de crise du département de la Haute-Savoie. Ça, c'est la préfecture. Vous voyez les antennes et tutti quanti. Ce bâtiment, je suis pas sûr que ça soit un des moins problématiques de la ville. Et ça, c'est la caserne de gendarmerie. Je ne suis pas sûr que ça soit extraordinaire au séisme, surtout qu'on a rajouté un étage et que dans le sens longitudinal, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Mais bon, le préfet se préoccupe du risque, donc il y a une petite rubrique risque sismique sur son site. Vous trouvez que ça. À lire dans cette rubrique, définition du risque sismique. IAL, c'est l'information acquéreur-acheteur, je crois, et le zonage sismique national. Plouf. Enfin, il vous dit quand même chose d'intelligent. Allez voir l'IRMA dans les liens utiles. C'est... Bon, donc en gros, on n'y croit pas trop dans la région et on ne fait pas grand-chose, bien qu'on en ait. Toutefois, on fait quand même des exercices en France. Et il y a eu un Richter, 74, qui a été fait. Et je vous montre juste le scénario de ce Richter. C'était avec, je crois, l'assistance du BRGM, qui a un bout de logiciel qui doit s'appeler Armageddon, quelque chose comme ça. C'est une espèce de prédiction, mais qui génère des scénarios de crise en excitant une source sismique. Hein. Ça doit être un peu ça, et qui vous donne des taux d'endommagement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le séisme qu'ils ont pris comme séisme de référence de l'exercice Richter d'Annecy, c'est une magnitude de 6,2 avec une profondeur de 6 km, et ça, c'est la tâche des impacts. C'est en gros rigoureusement Norcia. Voyez, donc c'est quand même crédible en France, puisqu'on fait des Richter, d'avoir un séisme d'une magnitude de l'ordre de 6 qui impacterait une ville aussi importante qu'Annecy. Ce n'est pas absolument incroyable. Bon, voilà l'exercice, et il y avait bien entendu les tableaux lumineux. Je ferai un petit commentaire grenoblois, alors là, pour finir, mais qui est là aussi off. Hein. Pour la prévention, je préférerais être suisse. Pour la gestion de crise, j'aimerais bien être italien.
Bon, pour conclure, mais provisoirement, maintenant on sait construire parasismique des bâtiments neufs. Renforcer des bâtiments existants, c'est un vaste sujet, et je crois qu'il y aurait 10 conférences à faire avant de l'épuiser, celui-là. Je suis persuadé qu'on ne pourra pas tout mettre aux normes dans une logique de mise aux normes, mais je suis persuadé qu'à l'occasion de tous travaux, on peut et on devrait réduire les risques. Je pense que c'est plus une posture morale en fait qu'une injonction réglementaire qui sera tournée d'une manière ou d'une autre. Et personnellement, plutôt que d'impérieuse réglementation, je pense qu'il faudrait développer une culture partagée. Voilà. C'était Amatrice, Norcia, l'utilité du génie parasismique. Je vous remercie de votre attention et je remercie l'IRMA pour ce moment partagé. Ho avuto un vero piacere ascoltarvi. Bon, ça c'est mes origines. Je vais passer dans la salle et merci vraiment, c'était très intéressant et je salue votre propos et j'espère qu'il y en aura d'autres.